Bonjour à tous et toutes. Alors, je vais me raccrocher au thème de la journée, créativité et innovation. Et pour cela, je vais vous montrer un cas concret que l'on a mené avec LVMH. Et puis, au gré de ce cas, je vais vous présenter ce qu'on appelle, nous, les conditions de l'innovation. Et du coup, les conditions de la créativité. Donc il y a deux notions pour nous importantes que vous allez retrouver au travers de cette présentation. C'est que c'est important de modéliser effectivement l'innovation, mais c'est aussi très important de créer les conditions de la créativité. Et la deuxième notion qui vient de l'anthropologue Dominique Desjeux, c'est qu'il y a innovation quand il y a installation d'une idée dans une société. C'est-à-dire acceptation, c'est-à-dire que finalement, l'idée que vous avez, donc ça rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a installation, fusion, et d'ailleurs, en général, quand c'est complètement fluide, quand c'est complètement naturel, ça montre qu'il y a une grande justesse de cette idée, donc il y a une créativité finalement orientée de façon très juste, et Clément parlait de cette justesse, je suis très attaché à ça aussi, parce qu'il y a acceptation assez naturelle finalement, et donc on est bien au milieu d'un processus naturel où il y a passage d'une idée qui va fonder finalement son marché, si on parle d'économie, et ça se manifeste par l'installation de cette idée dans la société. Alors, InProcess, donc j'en suis le fondateur, je suis Christophe Rebourg, et InProcess, c'est la contraction du mot innovation et de la dimension de processus qui amène finalement à des méthodes, notamment une dont je vais vous parler, qui a été conjointement développée avec LVMH. Les éléments dont je vais vous parler sont à la fois les éléments de scénario, c'est l'élément central de cette question-là, les notions de connaissance et ensuite les notions d'économie, donc business, de façon très concrète, et ça pour aller plus loin sur cette question de l'installation de l'idée qui, à un moment donné, fonde un usage, puisqu'elle a été appropriée par des utilisateurs. Et donc, à ce moment-là, on peut considérer qu'il y a une économie possible pour l'entreprise à partir de cette idée. La méthode, c'est aussi une question de regard. Et finalement, dans les aventures d'innovation que l'on peut mener pour des entreprises, finalement, on se confronte souvent à cette situation d'une entreprise qui se dit « mais pourquoi innover ?» Alors d'ailleurs, il y a une tension qui est assez dure pour certaines personnes dans l'entreprise, c'est que finalement, il y a des gens qui sont chargés d'innovation, il y a des gens qui doivent faire de l'innovation, c'est le cas des équipes marketing, mais finalement, ils ne sont pas très à l'aise avec cette idée. Ils savent, comme vous avez dit tout à l'heure, que c'est l'innovation qui est le fuel du business, c'est quelque chose, c'est vraiment un processus assez naturel, sauf que finalement on n'est pas à l'aise et on note une grande immaturité par rapport à cette question-là. Et du coup, c'était intéressant de prendre le cas d'LVMH. Alors évidemment, ce cas d'LVMH, cette présentation que vous voyez, elle a été validée par LVMH, donc je suis évidemment complètement autorisé à présenter tout ça. Et c'est une chance parce que c'est, comme l'a dit Clément tout à l'heure, il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire, c'est rare. Nous, en plus, en tant que prestataire de service, on est encore moins autorisé à le dire. Donc, vous voyez dans quelle situation on est. Voilà, donc cette présentation, elle fait l'objet d'une publication. Et donc, voilà, l'ensemble de ces informations, à la fois méthodologiques et à la fois sur les dimensions économiques qu'il y a derrière, sont complètement ouvertes. Et donc, c'est pour ça qu'avec Germaine Gazzano, Germaine Gazzano, elle est la directrice de l'innovation du pôle recherche de LVMH. Finalement, on fait le constat. Alors, dans les cas menés chez LVMH, mais également, globalement, dans tous les cas d'innovation que l'on peut rencontrer, c'est-à-dire qu'il y a cette question qui est une tension forte dans l'entreprise, à un moment donné, pourquoi il y a besoin d'innover. Et puis, en fait, ce n'est qu'après une certaine maturité sur cette question qu'il y a le démarrage d'une aventure d'innovation.
Et alors dans le cas d'LVMH, c'est très clair, c'est-à-dire qu'il y a Bernard Arnault qui dit, à un moment donné, il faut m'alimenter en idées, et tous les 3 mois, tous les 4 mois, il y a une espèce de commando innovation qui vient là pour produire des idées, et qui a pour mission de produire des idées. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a une thématique qui a été choisie, c'est-à-dire que finalement on s'est ouvert un champ, un espace, finalement dans lequel on se dit, il y a quelque chose à faire. Et alors, élément important que l'on note, c'est que, en fait, ça fonctionne à partir du moment où on accède à de nouvelles connaissances. Et c'est souvent le problème auquel s'affrontent les équipes marketing, c'est-à-dire qu'en gros, on étudie notre client d'aujourd'hui, notre utilisateur d'aujourd'hui, mais finalement, en étudiant cet utilisateur d'aujourd'hui, on reste sur le périmètre d'aujourd'hui. Alors que si on a quelqu'un de suffisamment ouvert dans l'entreprise, et c'est le cas de Germaine Gazano, qui est à la tête de la recherche, qui dit, mais attendez, on a une problématique d'innovation, il est donc essentiel d'aller chercher ailleurs. Ça veut dire qu'en gros, c'est tout simple ce que je suis en train de dire, mais c'est qu'on est en train de demander aux équipes études, donc Consumer Insight ou des équipes qui sont en charge des études marché, études consommateurs, de déplacer leur regard. Donc là aussi, c'est une question de regard. Et puis, il y a la question qui est pour nous centrale chez InProcess, puisque enfin, les centrales, ce n'est pas parce que ça nous fait plaisir, c'est simplement parce qu'on note qu'à chaque fois, c'est un élément hautement stratégique dans le dispositif. C'est cette question du scénario. C'est pour ça que j'ai retenu le mot scénario pour la présentation d'aujourd'hui, parce que finalement, c'est l'articulation entre la connaissance, cette nouvelle connaissance acquise, et ce que l'on va pouvoir projeter. Et c'est aussi le meilleur support pour créer des conditions de la créativité. Et voir, du coup, mettre en scène les designers, c'est-à-dire à un moment donné, ou les ingénieurs, ou même les équipes marketing, d'une certaine façon, vous allez voir comment ça se passe. Mais je trouve juste que ce sont des outils inventés par les designers, donc je rends honneur aux designers qui ont besoin aussi de protéger leurs atouts. Et à un moment donné, cette question du scénario, vous allez voir, elle va être réconciliatrice, et parce qu'elle est réconciliatrice de plein de choses, elle va être le bon support à l'expression des créativités les plus intéressantes, c'est-à-dire celles qui vont, dans le cas d'LVMH, faire son business demain. Ça, c'est un peu trivial, mais malgré tout, c'est ça qui fait plaisir. Alors, derrière cette notion de scénario, vous allez voir comment on passe de l'expérience au produit. Ce qu'on appelle, nous, l'épicentre de l'expérience idéale. Et là, je me réfère toujours à la pensée de Régis Debray qui disait « il faut retarder l'image le plus longtemps possible ». C'est très important en créativité. Chaque jour qui passe, j'ai appris ça à l'école, donc ça date maintenant, c'est un peu plus de 20 ans, et chaque jour qui passe, je me dis « bon Dieu, qu'est-ce que c'est vrai ?» Voilà, c'est-à-dire que plus on pousse l'image loin, plus effectivement on se donne les chances que cette projection soit la plus innovante possible, c'est-à-dire innovante dans le sens qui a la capacité à s'installer dans notre société. Et puis, après, il y a l'économie qui fait que cette production-là, c'est la roadmap des offres de demain et d'après-demain, et d'après-après-demain pour l'entreprise. Donc, c'est hautement stratégique. Comme quoi, à ce moment-là, le design est hautement stratégique. Tout ça, en fait, ça se modélise effectivement dans ce qu'on appelle, nous, le parcours du diamant. Et vous voyez, en fait, le diamant au sens optique du terme, c'est-à-dire qu'on est sur un jeu de fermeture et d'ouverture. Et c'est ça qui crée finalement les conditions de cette créativité. Alors, j'aime bien ce thème lié à la mode et au maquillage notamment. Alors pour plusieurs raisons, c'est que déjà, culturellement, c'est un vrai monde qui est en tension entre créativité et innovation. Les gens de la mode ne supportent pas l'innovation. Pour eux, c'est déjà, voilà, le mot innovation attaque la créativité. Vous voyez, c'est un mot qui est dangereux, là. On le reçoit assez mal. Et puis, autre chose, c'est qu'en fait, c'est un monde complètement ambigu, celui du maquillage, parce qu'on se dit que c'est complètement futile. Sauf que la réalité, c'est que sur le plan de l'existence et de la construction de l'identité, c'est assez essentiel. D'ailleurs, il y a un organisme qui s'appelle le CEW, qui travaille auprès des femmes malades, avec l'apport finalement de la mode et des cosmétiques comme élément de reconstruction de l'identité, donc de reconstruction d'une présence à une échelle sociale. Et puis alors, troisième élément, c'est qu'en fait, le monde du maquillage, et particulièrement, parce que pour donner un exemple, je vais resserrer sur un exemple très très concret, le maquillage des yeux,
en gros, tout le business mondial est fait à partir de cet objet. C'est-à-dire que c'est partagé entre toutes les grandes entreprises cosmétiques du monde. Et en fait, ce produit-là, c'est un archétype. C'est-à-dire que c'est un objet qui n'a pas changé depuis 20-30 ans. Et il fonde tout le business du maquillage des yeux. Et c'est énorme. L'Oréal pose une centaine de brevets par an sur ce sujet-là, ce sujet de la brosse mascara. Hein, vous voyez. Donc, il y a un véritable enjeu. C'est-à-dire que, pourquoi il y a un véritable enjeu? Parce que celui qui va déloquer ça, cet archétype, c'est-à-dire qui va faire que cette forme-là va être reléguée au monde du passé, évidemment, il va ouvrir les vannes. Et puis, alors, bien sûr, on se dit, on travaille sur le maquillage, mais bon Dieu, le regard derrière tout ça, c'est-à-dire ce champ infiniment vaste du regard qui va être le support d'idées tout à fait intéressantes. Parce qu'il y a les sourcils, il y a le contour, il y a les cils, bien sûr, il y a le clignement. Tous les mécanismes qui sont liés au regard sont à chacun des supports d'innovation, des supports à idées sur lesquels on peut construire une offre. Vous voyez, donc on voit finalement un petit recul rapide, hein, c'est-à-dire qu'en gros on passe de l'archétype du produit en se disant mais attention, je travaille sur le regard, et ce regard, rien qu'en le disant, il m'ouvre tout de suite un champ extraordinaire de possibles, mais finalement on se dit oui, ça vaut le coup d'engager l'aventure. Et c'est comme ça que je vous dis qu'à un moment donné, chez LVMH, on décide d'ouvrir l'aventure d'innovation en se disant, c'est évident que si on fait simplement ce décalage ou ce recul sur, on passe de la brosse archétypale du maquillage des yeux à un travail sur le regard, il y a une thématique d'innovation qui est évidente. Alors, pour montrer aussi comment ça cohabite avec les questions économiques dans l'entreprise, en fait, si à un moment donné, il y a une thématique qui s'ouvre sur cette question du maquillage des yeux et qu'on décide d'aborder la question du regard, c'est bien parce qu'à un moment donné, il y a des signes d'essoufflement. Si on est 10 entreprises à regarder à vivre à partir de la brosse mascara, alors nous, on travaille, on est l'allié d'LVMH dans ces cas-là, mais finalement, la question, elle se pose pour tous. Il y a bien un moment donné où ça va gêner certaines de ces entreprises. Il y en a qui vont perdre versus d'autres. Voire c'est tout le marché qui va perdre, c'est-à-dire que finalement on se rend compte qu'on est tous à batailler autour du même objet et qu'à un moment donné ça ne peut pas tenir. Ça veut dire que en fait, ça se manifeste par des signes de ralentissement de cette offre-là, même si elle nous a fait vivre pendant 30-40 ans. Et la question qui se pose derrière, c'est pourquoi, quelles sont les menaces? Et c'est là où il y a une question douloureuse dans les équipes marketing dans l'entreprise, c'est que finalement, eux, ils sentent bien qu'il faut innover, parce qu'il y a un ralentissement, parce qu'on est tous à travailler avec le même produit, sauf qu'ils ne sont pas entraînés. Et du coup, il y a une immaturité qui s'installe avec des réactions, des mécanismes de défense assez hallucinants sur la façon de prendre le sujet. Et en fait, c'est souvent notre rôle que de passer de la phase de torpeur à la phase de plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, souvent les gens disent l'innovation c'est une aventure. Oui, mais un aventurier, il est heureux en général. Quand il part vers l'inconnu, ça lui fait plaisir. Et en fait, tout le monde n'a pas envie de ça. Et en fait, il y a souvent quelque chose qui permet de réconcilier tout le monde avec cette idée. C'est qu'on se dit, bon, passer la phase de torpeur, on va commencer à investiguer. Ce n'est pas fait dans les entreprises. En fait, se dire, de toute façon, on sait bien que ça ira mal. On sait bien que notre produit, on a beau retourner les courbes dans tous les sens, les ventes sont en train de s'éroder. Et finalement, la question, à partir du moment où on accepte la question de qu'est-ce qui se passe réellement, c'est-à-dire qu'est-ce qui change réellement sur notre marché actuellement, et que, pardon, excusez-moi, je vais un petit peu vite, et que l'on se dit, est-ce qu'effectivement c'est un changement superficiel ou profond? En fait, on arrive à accepter l'idée qu'au préalable, on est sur un produit qui est en train de se désinstaller des usages. Aujourd'hui, il y a un cas qui est manifeste, c'est l'automobile, dans les pays occidentaux. C'est-à-dire que l'archétype actuel du modèle automobile, il se désinstalle des usages. Et les chiffres le montrent. C'est-à-dire qu'on sait, enfin les entreprises, aujourd'hui, savent pourquoi, hein, mais je vous garantis qu'il y a 10 ans, on était bien dans cette phase de torpeur, et surtout aux États-Unis, ce qui fait d'ailleurs que c'était un des programmes dans le plan d'Obama.
Parce qu'il y a toute une industrie qui est l'employeur de 10% de la population mondiale, hein, directe et indirecte, qui est en train de se rendre compte que l'objet qu'il vend, il est en train de se désinstaller des usages. Donc c'est la question la plus douloureuse, sauf que quand on l'ouvre, c'est la question la plus rassurante. C'est quand on se dit, j'ai bien compris et j'admets que l'objet qui fait mon business aujourd'hui, il est en train de se désinstaller des usages. Et aujourd'hui, par exemple, en Europe, on sait que l'achat d'une voiture, l'âge moyen de l'achat d'une voiture neuve perd pratiquement 1 an tous les ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 52-53 ans, l'âge moyen à partir du moment duquel vous accédez à l'achat d'une voiture neuve. Vous imaginez ce que ça signifie pour des équipes marketing dont le business des entreprises, qui sont des organisations énormes, a entre les mains. Ça veut dire qu'effectivement, on est bien en train de se poser des questions comme nous de regard, mais de mobilité. C'est-à-dire qu'on est bien en train de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui fonde aujourd'hui l'offre de mobilité ? Et du coup, finalement, on va commencer à creuser sérieusement cette question de l'usage. Et souvent, ce qui se passe, c'est que parce qu'on a mal creusé cette question-là, on l'a mal admis, en fait, on va customiser une offre actuelle. C'est-à-dire qu'on va se dire, c'est pas possible, elle ne peut pas tomber comme ça. Donc, on l'entoure de tout un tas de choses. Alors, ça va d'opérations promotionnelles, qui sont les actions les plus simples, à de la customisation du produit, à un certain nombre d'opérations qui font que, certes, on va retarder l'échéance, on va dire, de l'érosion un peu radicale de ce marché, mais surtout, on va se rassurer en se disant, c'est pas possible, on n'est pas à l'aube d'une désinstallation de l'usage, voyez. Et c'est souvent ça l'erreur, c'est-à-dire que oui, c'est possible, il n'y a pas forcément des installations radicales, sauf que dans de nombreux cas, on en reste là. Alors que, et on le voit par expérience à travers de plusieurs projets chez LVMH, si on lance au même moment, et ça c'est très important, une investigation sérieuse sur le nouveau modèle. Eh bien, pourquoi c'est très important de le faire au moment ? C'est que le temps de toute façon d'installation, comme je vous disais tout à l'heure, est tellement important, c'est-à-dire que la capacité à cette nouvelle offre à commencer à fonder marché est tellement importante, puisqu'il n'y a pas innovation, s'il n'y a pas acceptation par le public, que la synchronisation de ces deux opérations est très importante. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est surtout pas expliquer aux équipes que voilà, on a customisé notre produit, on a fait une offre de promotion, ça va permettre de faire vivre l'objet un petit peu plus longtemps, mais en fait, c'est du champ du signe, hein, vous voyez, c'est-à-dire qu'on est sur des sursauts, on est sur des effets de rebond, on est sur des effets de réaction, mais qui finalement sont des réactions à la marge, inévitablement, et ça, c'est pas sorti d'un chapeau, hein, c'est l'analyse de plusieurs études statistiques qui montrent que, inévitablement, à un moment donné, s'il y a vraiment des installations par rapport à l'usage, il y a un phénomène d'érosion qui, de toute façon, entraînera une perte du chiffre d'affaires assez radicale, et que donc, il est très important de construire en même moment ce qui fondera le business de demain, c'est-à-dire ce nouveau modèle. Alors, d'un point de vue méthodologique, en fait, on a dit tout à l'heure qu'il fallait chercher ailleurs. Et en fait, chercher ailleurs, c'est tirer des bords comme en bateau. C'est à la fois investiguer dans des choses très micro. Ça, d'ailleurs, Procter & Gamble travaille beaucoup là-dessus en se disant le diable se cache dans le détail, c'est-à-dire que finalement, dans un interstice d'usage, je vais trouver ce qui fera mon business de mes 50 prochaines années. Voilà, il y a des entreprises qui ont cette croyance, c'est-à-dire de se dire, par un regard très très fin sur l'évolution de mes faits et gestes, je vais pouvoir trouver des idées qui vont être majeures pour mon entreprise. Donc c'est l'approche anthropologique, hein, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans des séquences d'usage et on va observer comment nos gestes évoluent de façon très très fine, et ça on va le faire auprès de profils emblématiques. Les profils emblématiques, c'est ce que décrivait Clément tout à l'heure, ce sont ces personas, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne nous intéressent pas parce qu'ils représentent un marché, mais parce qu'ils ont un profil comportemental qui peut être annonciateur d'innovation intéressante. C'est-à-dire que c'est eux, par leur pratique, hein, l'évolution de ces pratiques, qui nous indiquent finalement vers où va ce que peut être un futur marché.
Là, vous voyez, par exemple, en Asie, on voit des femmes utiliser des recourbes-cils. C'est un ustensile qui est couramment utilisé dans beaucoup de pays d'Asie, qui est quasiment inconnu ou complètement rejeté en Occident. Et du coup, la question va être de se dire, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas dans cet objet-là quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'il n'y a pas dans une pratique intensive de cet objet-là en Asie quelque chose d'intéressant qui peut être l'ouverture finalement d'une piste qui n'est pas une brosse mascara, qui est un autre objet, qui a une faculté à recourber les cils qui est 10 fois supérieure à celle de la brosse mascara. Et puis, chercher ailleurs, c'est aussi pas chercher dans le détail, dans l'évolution des gestes, c'est chercher dans ce qui va influencer notre marché, de façon très macro, ce qu'on appelle les tendances macro-influentes, c'est-à-dire des éléments dans nos pratiques, dans nos usages, dans notre société, qui ont une capacité à influencer notre univers, c'est-à-dire celui du maquillage sur lequel on travaille. Alors, là, il y en a 7 qui ont été retenus. Le premier, c'est l'évolution des gestes. Clément faisait justement tout à l'heure ce geste voilà, que maintenant tout le monde reconnaît. Et puis, effectivement, je suis un adolescent, et puis à la sortie du collège, plutôt que de fumer une cigarette, maintenant je fais ça. Je vois si je suis connecté à mes amis. Donc c'est ma façon d'exprimer que j'ai une présence sociale dans mon environnement. Ça veut dire qu'il y a des gestes qui évoluent dans notre société, et ces gestes signifient quelque chose. Comment, finalement, ces gestes, l'appropriation de ces gestes, peuvent générer un certain nombre d'idées qui vont influencer notre univers du maquillage. Un deuxième thème que l'on a retenu, qui n'avait rien à voir avec le sujet au départ, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on accepte de mettre sur son corps et qu'est-ce qu'on n'accepte pas de mettre sur son corps. Et là, c'est très intéressant parce qu'on a aujourd'hui un grand paradoxe entre des gens qui vont en boîte de nuit à Ibiza et qui se font greffer des tags RFID pour rentrer plus vite, qui sont membres d'un club. Vous vous rendez compte quand même, c'est de la chirurgie, c'est-à-dire que voilà, on va me dire, on te met ça sous la peau et avec ça, finalement, ce sera mieux que ta carte pour rentrer au club. C'est nouveau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette acceptation-là de l'électronique dans le corps, c'est quelque chose d'assez intéressant à étudier. Et puis à l'inverse, il y a la pollution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est conscient qu'il y a plein de choses qu'il ne faut pas mettre sur son corps, qu'on les mettait avant et que c'était dommage, hein, voilà, et que du coup, il y a un rapport à la pollution intérieure, hein, vous connaissez ce phénomène, qui aussi va créer un certain nombre de croyances qui font que je vais accepter ou pas, donc du coup, de mettre des choses ou pas sur mon corps. Et évidemment, le sujet du maquillage, il est inévitablement influencé ou influençable par ces dimensions-là. Donc pour vous dire aussi que dans ces thématiques-là, nous sommes à une échelle sociologique, c'est-à-dire que les gens qu'on met en œuvre dans ce dispositif-là sont des gens qui ont une capacité à observer les mutations sociales à une échelle macro, c'est-à-dire en général, d'après eux, hein, sur des cycles d'une trentaine d'années. Contrairement aux gens que vous avez vus avant, qui font des observations micro, qui eux sont des ergonomes ou des anthropologues, qui ont une focale de lecture qui est beaucoup plus resserrée. Et donc, pour nous, chez InProcess, c'est très important d'avoir une équipe constituée de ces deux regards. C'est-à-dire le regard micro, qui dans le détail va faire émerger un certain nombre de choses, et des sociologues qui ont une focale très macro, qui, du coup, à cette échelle-là, vont révéler d'autres choses. Troisième thème, on en a parlé tout à l'heure, c'est la sémiologie du regard, c'est-à-dire qu'en fait, le regard, il émet avant tout. Donc ça, ce sont les sémiologues qui travaillent là-dessus. Et donc, ce que je peux faire de cette émission, évidemment, c'est un gisement d'innovation formidable pour le monde du maquillage. Quatrième thème, la communication non verbale. C'est ma préférée, parce qu'on a travaillé avec le sociologue David Givens, qui nous a rappelé que le regard, c'est quand même le premier élément de communication entre l'être humain, et ça, dès la préhistoire. Et d'ailleurs, on apprend à un enfant à ne pas regarder un chien dans les yeux, parce que le chien, qui a ce cerveau reptilien, comme nous, il considère que c'est une attaque. Donc en fait, le mode, il est très simple, c'est-à-dire que grâce à notre cerveau reptilien, et là, pour l'instant, rien n'a changé jusque-là, en fait, vous êtes soit dans une situation d'inhibition, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un, vous échangez, vous voyez, rien ne se passe, soit vous êtes dans une réaction d'attaque, soit vous êtes dans une réaction de fuite. Il n'y a que 3 cas possibles. Eh bien, le regard, lui, il est l'opérateur qui va jouer avec tout ça. Mais la base, c'est la même. Et c'est la même pour tout le monde.
Ça veut dire que, en fait, si on revient à l'essence de ce qu'est le regard à l'origine de l'homme et dans le cerveau reptilien, eh bien, on peut réintroduire via le maquillage on va dire un jeu sur le regard. Et lui a écrit notamment des ouvrages sur la sensualité et comment finalement un homme, une femme démarre une relation par le regard systématiquement avant de commencer à parler. C'est-à-dire que finalement, il y a est-ce que j'accepte ou pas l'interaction? Et finalement, ça passe par un jeu très très sophistiqué du mouvement des yeux et de toutes les zones de l'œil, pas uniquement des cils. Donc évidemment, lui, en fait, nous a démontré que le fait d'avoir choisi de travailler sur le regard plutôt que sur l'œil était démultiplié à partir du moment où on rentrait dans toutes les codifications possibles à travers de ce qui existe chez nous, êtres humains, déjà dans notre, on va dire, communication entretenue par nos regards. Ensuite, alors ça c'est très maîtrisé par le monde des cosmétiques, mais on voit bien aujourd'hui que c'est à réinvestir par rapport à ce que c'est qu'aujourd'hui la construction d'identité. C'est quoi la construction d'identité d'une jeune femme aujourd'hui dans nos sociétés? Sachant qu'évidemment nos sociétés sont des sociétés occidentales, orientales, et que ces dimensions-là mutent énormément d'un point de vue social. Et puis, il y a la question physiologique du regard, et là, plus simplement, finalement, notre rapport à la chirurgie esthétique. On ne peut pas le nier, c'est-à-dire que même si c'est un débat, aujourd'hui, c'est un fait. On a observé en Corée, et la Corée est souvent un territoire que l'on observe beaucoup, puisqu'on est sur ce qu'on appelle des populations avancées au sens comportemental. C'est frappant de voir à quel point ça a été une des premières civilisations à intégrer la dimension d'ubiquité dans les IT. Et à quel point dans la mode, aujourd'hui, ils sont en train de perturber tous les grands créateurs, plus que le Japon. Et d'ailleurs, du coup, les Coréens le savent et ça leur plaît, puisque c'est une espèce de revanche sur le Japon. Voilà. Mais ce qui est très frappant, c'est que les sociologues voient que c'est le pays dans lequel la chirurgie esthétique a été complètement banalisée. Les femmes vont entre midi et deux, plutôt que de prendre une salade ou un sandwich, se faire un petit lifting. Et du coup, ça veut dire qu'il y a tout un réseau de médecins, pros, mais qui voilà, ont créé ce service-là. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est qu'en réaction à ça, eh bien, il y a cette septième ouverture. Alors, cette septième ouverture, c'est celle des nanotechnologies ou de la technologie en général et de sa capacité à influencer ce monde des cosmétiques. Eh bien, là, j'ai pris cet exemple d'une plasticienne coréenne, là aussi, que l'on a retenue à titre d'exemple parce que, en fait, elle a dit, en réaction à la chirurgie esthétique, moi, je montrais qu'on peut faire des choses extraordinaires avec le regard sans passer sur le bloc. Et elle a dit, avec des micro-LED que j'active et que je désactive en fonction du mouvement de mes cils, eh ben, je vais exprimer plus de choses avec mon regard. Donc elle a un succès fou avec cette invention. Et cette invention, pour nous, c'était le bon exemple que ben voilà, c'est une façon d'intégrer la technologie dans ce monde où culturellement, ce n'est pas facile d'accepter la technologie dans ce monde de créateurs. Excusez-moi, vous appelez ça être en avance? Oui. Oui, oui. C'est pas commercialisé d'ailleurs. Non, non, de la Corée qui est en avance parce qu'il y avait une banalisation de la chirurgie esthétique. Oui, oui. Ça être en avance. Oui, oui, exactement. Ah, mais ils sont assez en avance. Alors, d'un point de vue méthodologique, en fait, je vous disais tout à l'heure, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, créativité, innovation, nous, l'important, c'est de créer les conditions de la créativité pour qu'à un moment donné, l'innovation se génère. Et donc, en fait, cet espace qui est dit un espace systémique va être le support pour travailler sur une matière qui va être la matière de la création. Donc, en fait, c'est très simple. On croise les informations prises à une échelle macro, les informations prises à une échelle micro, et on va déjà voir les lignes de force qui s'installent dans cet espace-là. Et comme c'est fait d'ailleurs dans la pensée systémique, on va se créer un maximum d'occasions, un maximum d'opportunités par les jeux de croisement. Et c'est là qu'intervient, à un moment donné, les fous. C'est-à-dire des gens à qui est présentée cette matière. Alors, ils ne sont pas si fous que ça, vous allez voir. Mais à un moment donné, eux ont cette capacité à s'alléger de cette matière et à considérer que cette matière, c'est une même matière que du bois,
du métal. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé les arts appliqués, il y avait une matière. D'ailleurs, en Angleterre, ils sont très attachés à ça. C'est art and craft, c'est-à-dire qu'il y a une matière de départ. Ben là, on a une matière qui sont nous, utilisateurs. Et nous, utilisateurs, c'est nous qui allons fonder le marché demain. Et donc, cet espace de créativité, c'est un espace systémique dans lequel on va créer le maximum de croisements possible de façon scientifique entre les informations qui ont été apportées par ces nouvelles sources de connaissances. Et ça va être l'émergence de nouvelles histoires dont vont s'emparer les gens qui savent raconter des histoires, c'est-à-dire les designers. Et cette histoire, ils vont en faire un scénario, comme dans le cinéma. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas dessiner un objet, ils vont dessiner une bande dessinée, un storyboard, d'une expérience qui leur semble juste, souhaitable, par rapport aux connaissances qui leur ont été présentées. Alors, c'est un exemple très simple. Vous allez voir, je vais rester sur un cas très simple, aussi pour des questions de confidentialité, puisque les cas les plus complexes sont les plus stratégiques, puisque c'est ceux qui transforment le plus le marché de demain. Mais en fait, cette expérience-là, ce scénario-là, le designer nous raconte une histoire de mobilité. Il ne nous parle pas de maquillage, il nous parle de mobilité. Il nous dit, aujourd'hui, moi, vous m'avez expliqué, donc il s'adresse aux gens du pôle sciences humaines d'InProcess, vous m'avez expliqué que aujourd'hui, les femmes se maquillaient dans la rue, dans le métro, dans la voiture, au bureau, que le geste de maquillage, c'était vraiment pas simple, qu'il fallait apprendre à le faire, que d'ailleurs le rôle de la maman aujourd'hui, c'était plus trop d'apprendre à sa fille, et ainsi de suite, donc elle se débrouille avec ses copines, mais c'est mal fait, voilà. Donc je refais pas toute l'histoire, mais voilà, il y a une masse d'informations issues de la connaissance qui lui ont été données, et qui ont été en disant, ça c'est des connaissances saillantes. C'est-à-dire que c'est les connaissances qui aujourd'hui sont celles qui sont en train de déplacer notre produit d'aujourd'hui, celui avec lequel on vit. Ça veut dire que ce produit, aujourd'hui, il ne rend pas de service à l'utilisatrice en situation de mobilité. Il est inutilisable. Sans miroir, il est inutilisable. Donc finalement, est-ce qu'un produit utilisable sans miroir, ce ne serait pas une piste pour l'avenir? Et ainsi de suite. Donc lui, il raconte une histoire de mobilité. Il ne parle pas de produit dans un premier temps. Il dit, moi, j'aimerais une femme qui se maquille en un clin d'œil. Elle fait ça dans les toilettes, dans le métro, dans la rue même. Et tout se passe très bien. Voilà, donc son histoire à lui, c'est ça, c'est une histoire de fluidité dans laquelle tout se passe très bien. Et des scénarios, il y en a autant que d'opportunités qui ont été générées par cet espace systémique que vous avez vu tout à l'heure. C'est-à-dire que chaque connaissance saillante a généré le début d'une histoire qui a permis de construire un scénario, c'est-à-dire une projection d'une situation idéale que l'on souhaiterait pour notre cliente. Et ça, il y en a à un niveau court terme jusqu'à un niveau long terme. Et donc, on voit bien que dans ces jeux de scénario, de scénarii, on peut dire scénario avec un S, je le dis parce que souvent on dit scénarii, mais voilà, les deux sont possibles. Eh bien, on a trois objectifs qui sont complémentaires. On a un objectif d'amélioration de l'usage, et là, on est vraiment sur... Vous voyez ce point dans la courbe où on est finalement le produit à ne pas tomber rapidement dans les oubliettes. On a un niveau 2, et dans le cas du maquillage, la question stratégique qui est clé, c'est la personnalisation. C'est-à-dire finalement comment je vais coller à cette évolution identitaire. Et enfin, le niveau 3, qui est très prospectif, donc je ne peux rien vous montrer dessus, mais je vous dis quand même quel est le champ, c'est comment travailler sur une dynamique du regard. C'est-à-dire que le maquillage ne sera plus un produit que je mets qui est le même le matin et le soir. Le maquillage sera une offre qui fait qu'en fonction de mon humeur, de mon état, si je suis au travail ou le soir au bureau, finalement, il y aura une évolution de cet état de la présence du maquillage de façon dynamique. Et on ne sait pas encore forcément techniquement comment on va faire, mais on sait en tout cas que le marché réside là-dedans. Alors, très rapidement, j'accélère. Voyez bien que ce niveau 1, il a pour objectif à booster le business existant, le niveau 2 à changer l'archétype du produit, et le niveau 3 à créer la future génération de business. Ce n'est pas du tout le même objectif. Ça, on va le croiser avec des utilisatrices et on va voir comment elles acceptent l'installation de cet usage-là. Et ce n'est qu'après ce travail avec les utilisatrices que l'on va localiser ce qu'on appelle l'épicentre de l'expérience, c'est-à-dire l'élément saillant qui fait émerger l'objet. Il n'y a qu'à ce moment-là que l'objet apparaît. Et l'objet, c'est celui-là. Donc, le premier produit très court terme, ce n'est pas une révolution,
c'est une innovation qui doit permettre de faire tenir le business de Dior encore quelques années. C'est un produit dans lequel il y a un mécanisme 360 degrés, ce qui fait que vous n'êtes plus obligé de faire le geste, c'est l'objet qui fait le mouvement pour vous. Et donc, vous pouvez le faire en situation de mobilité avec un résultat parfait, comme vous l'auriez obtenu avec un expert en maquillage. Et ce qui est très important, c'est de dire, bon, surtout, voilà, l'objectif c'est ça, c'est-à-dire que de façon très triviale, c'est la zone orange qui a été couverte grâce à ce produit sans aucune communication. C'est-à-dire que voilà, ce produit, il nous prouve qu'il prend sa part de marché automatiquement dans les 4 premiers mois de l'année 2011. Mais l'objectif, ça va être après, ça va être d'ouvrir les champs long terme. Donc il y a un champ long terme, c'est le déplacement d'LVMH vers la question de la plastique au sens large, mais sans faire de la chirurgie. Vous imaginez l'enjeu. Ça va être celui de travailler sur la permanence en allant sur des champs comme le tatouage, de travailler sur une nouvelle accessoirisation, et ça c'est un produit qui va sortir dans quelques semaines puisqu'il a été présenté à la Fashion Week et donc Dior a profité de cette occasion pour accepter le lancement. C'est un produit très singulier où en fait vous avez des cils qui sont constitués de plumes. Donc, vous imaginez quel décalage vous faites faire à l'œil. Et enfin, l'évolution de ce marché entre le soin et le maquillage, c'est-à-dire que le soin a une capacité à transformer la forme de l'œil par les crèmes, les applications, les massages que l'on peut faire. Et du coup, c'est une façon de travailler l'expression du regard sans mettre de produit dessus. Voilà, donc ça, l'enjeu, évidemment, c'est de prendre ces parts de marché. Donc vous imaginez à quel point c'est hautement stratégique. Mais bien sûr, ça, je ne pourrais pas vous le dire aujourd'hui. Désolé. Merci. Merci.